qui est UPB, pour nous accueillir dans ce lieu fort sympathique que nous avons décoré aux couleurs de l'Amérique latine, comme vous le voyez. Et donc, France-Amérique latine, aujourd'hui, nous avons tenu notre 44e Assemblée Générale à la Halle du Douve. Et donc, lorsque Romain Mibus, qui est en train de s'asseoir, nous a proposé de fêter les 5 ans des deux rives, eh bien, avec une conférence intitulée Amérique latine entre la Palestine et Israël, bien sûr, on a dit oui tout de suite. Donc, je vous présente les intervenants aujourd'hui. Tout à fait à ma gauche, nous avons Myriam Larivi qui vient de publier un livre que vous avez ici derrière et que vous pouvez acheter au prix modique de 19 € et même 20 € avec le 1 € solidaire. À ma gauche, donc, je ne dis pas de quoi parle le livre, elle va s'en charger tout à l'heure. À ma gauche, Maurice Lemoine, que vous connaissez fort bien, qui est un habitué de l'Amérique latine et des sujets latino-américains, et que nous sommes ravis d'accueillir pour la énième fois, et ça ne sera pas la dernière. Et Romain Mibus, donc, qui est un ami qui vit au Pérou en ce moment, qui a créé Les Deux Rives, je vais le laisser en parler, et qui vit actuellement au Pérou, qui est sociologue et journaliste, et accessoirement, il fait des films aussi. Donc, je lui passe la parole. Bon, merci à vous d'être là par cette chaude chaleur bordelaise, à venir prendre un petit peu d'air frais. Enfin, frais, c'est une façon de parler. Merci aux intervenants, merci Myriam, merci Maurice, et d'avoir accepté de venir fêter les 5 ans du média Les Deux Rives. Et puis, bien évidemment, merci à Gloria, merci à tous les adhérents de FAL 33. Ça fait depuis quelques temps qu'on se suit un peu en parallèle, on s'épaule, on fait des activités complémentaires sur ce continent qui est, à mon sens, un peu trop oublié, ou alors, quand il n'est pas oublié, c'est pour tomber dans des stéréotypes de violence, narco, carnaval, etc., etc. Non, donc sur l'Amérique latine. Et c'est vrai qu'aller chercher une information alternative sur ce continent, un autre point de vue que celui des médias dominants, n'est pas chose facile en français. En espagnol, il y a plein de sites où vous pouvez chercher une autre information. En anglais aussi, figurez-vous, y compris, je dirais, que certains médias mainstream en anglais se comportent de manière pas trop mauvaise sur l'Amérique latine. En France, c'est le grand désert. En France, enfin quand je dis en France, dans le monde francophone, non africain, c'est-à-dire la France, la Belgique, le Luxembourg, le Canada, c'est très compliqué. Et donc, il y a 5 ans, j'ai décidé, après plusieurs expériences de journalisme et de tentatives de réinformer sur ce continent qui m'est très cher. Gloria a dit que je vivais au Pérou, j'ai vécu avant au Venezuela et en Équateur. J'ai décidé, pendant la pandémie, comme beaucoup de projets sont nés pendant la pandémie, beaucoup de personnes de mon âge ont fait des enfants, moi j'ai fait un site web, on fait ce qu'on peut. Donc les Deux Rives sont un enfant de la pandémie, et depuis cela, c'est 752 articles d'actualité, 157 articles d'opinion, et depuis 3 ans, des vidéos, donc 205 vidéos, des reportages, des interviews sur le terrain, des analyses, et depuis janvier, je fais j'anime une revue mensuelle de l'Amérique latine où on passe en revue tout ce qui est important sur le continent. Voilà, alors Les Deux Rives, en règle générale, et moi-même à titre particulier, je ne prétends pas avoir la vérité sur ce continent. C'est juste pour vous donner un autre point de vue, un autre son de cloche qui vous permette de comparer avec ce que disent les médias dominants et vous faire votre propre opinion. L'opinion, ça se construit, ça se travaille, c'est pas quelque chose qu'on ingurgite. Donc voilà le but de ce site, donc www.lesdeurives.info. On est sur tous les réseaux sociaux, évidemment, on vous invite à nous suivre si cela n'est pas déjà fait. Alors j'en profite aussi pour vous dire un peu les projets à venir. Je ne sais pas si je tiendrai, je crois que l'année dernière j'en ai annoncé, j'en ai pas tenu la moitié, mais donc du coup ils sont toujours à venir pour l'année prochaine.
relancer la section actualité pour que vous ayez un... Alors, la section actualité, sauf sur certains pays, c'est pris et traduit en français. C'est un site absolument francophone de sites amis latino-américains. C'est-à-dire des sites qui distillent eux-mêmes une autre information. Voilà, c'est traduit en français. Généralement, il y a 2 ou 3 informations par jour. Vous allez voir la richesse de ce continent, que ce soit en politique, économique, sociale, culturelle, etc. Relancer la section actualité, trouver des collaborateurs, si vous voulez participer aux 2 rives, épauler, traduire, publier sur les réseaux sociaux ou même vous inscrire dans d'autres projets, bienvenue, parce qu'on a besoin de personnes pour collaborer dans ce projet. Et puis, il y a aussi la couverture de 2 élections. Il faut choisir, parce que, évidemment, tout a un coût, n'est-ce pas et donc, les élections qui viennent en Bolivie, alors ça, déjà, le billet est acheté, donc on sera à La Paz et à Lealto, pas dans le Chiaparé, parce qu'on reste une semaine, en août, et puis en Colombie, l'année prochaine, il y a aussi des élections en Colombie, en avril, si ma mémoire est bonne. Il y a aussi des élections au Pérou, mais donc ça, je serai sur place. Donc, il y a une actualité très riche qui se prépare pour l'année 2026. Voilà. Alors, c'est la cinquième conférence anniversaire. C'est un moment très particulier parce que la première conférence anniversaire, en 2021, était déjà présent Maurice Lemoine et Gloria. Voilà, autour d'un thème qui était « Qu'est-ce que l'Amérique latine nous enseigne sur notre quotidien, nos luttes et notre futur ?» Voilà, c'est sur YouTube, sur la chaîne. La deuxième conférence, c'était « Nouvelle donne en Amérique latine ». À l'époque, il y avait une nouvelle donne et un peu d'espoir. C'est un petit peu changé depuis, mais bon, c'est aléatoire. La troisième que nous avions réalisée, les 2 premières étaient en virtuel, que nous avions réalisée à Paris, autour du thème de l'Amérique latine dans le nouveau monde multipolaire, avait été assez suivie avec la participation d'Ignacio Ramonet notamment. L'année dernière, à Marseille, on essaie de changer les lieux pour que ça ne soit pas trop parisiano-centré. C'était Amérique latine, attention, danger. Donc 2 ans après la nouvelle donne, il y a eu une nouvelle donne un peu plus négative et plusieurs problématiques, que ça soit le narcotrafic, l'écologie, que ça soit la résurgence de politiques néolibérales ou coloniales, nous a dit attention, il y a un danger en Amérique latine. Et puis, on est tous pris dans l'actualité, et l'actualité depuis quelques années maintenant, mois, années, c'est ce qui est en train de se passer en Palestine, le génocide qui est en train de se passer en Palestine. Et l'Amérique latine, même si c'est loin, n'est pas imperméable à ce qui se passe, d'où l'idée de nous réunir pour les 5 ans autour du thème l'Amérique latine entre Israël et la Palestine. Parce que, d'une part, ça va vous permettre d'avoir un point de vue un peu différent, un point de vue non occidental sur la question, un point de vue moins crispé, parce que c'est des sociétés qui n'ont pas vécu la Seconde Guerre mondiale, ou en tout cas de très loin, c'est des sociétés qui ne sont pas à fleur de peau sur le sujet, c'est des sociétés où la censure officielle ne s'opère pas non plus sur ce sujet-là, en tout cas. Donc, l'Amérique latine entre Israël et la Palestine, pourquoi avoir décidé de faire ce thème? D'une part, parce que c'est assez racoleur pour un vendredi du mois de juin, je pense que vous êtes tous d'accord là-dessus. Alors, blague à part, c'est un continent, l'Amérique latine, qui a de la peine à sortir encore de la problématique de la colonisation. Et on voit un marqueur entre des élites ou des oligarchies très occidentalisées, des élites créoles très occidentalisées, et un peuple qui subit les conséquences de la colonisation, principalement des États-Unis ou des institutions du système néolibéral, Banque mondiale, Fonds monétaire international, etc. Avec une véritable différence cognitive dans la façon de penser le monde, dans la façon de percevoir des alliances et dans la façon de percevoir sa place dans le concert des nations. Pour les besoins de la publicité, de la propagande, j'avais fait une petite vidéo, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, où j'ai mis des extraits de discours de présidents, on va dire progressistes, national-populaires, révolutionnaires, et
de présidents ou leaders de l'opposition, on va dire, du camp néolibéral et colonial, et le marqueur est... c'est vraiment deux visions du monde. C'est-à-dire que là, dans la vidéo, vous aviez Lula, Maduro, Chavez, Ortega, qui apportaient Gustavo Petro aussi, qui apportaient leur soutien à la Palestine. Et puis vous aviez Javier Milei qui demandait aux forces du ciel de défendre Israël. Vous aviez Maria Corina Machado qui remerciait Netanyahou pour le retour du Venezuela dans le camp démocratique occidental. Je ne sais pas trop de quoi elle parlait, je crois qu'elle non plus, mais enfin, on voit bien à peu près où elle se situait. On avait Bolsonaro qui arrivait dans des grandes manifestations au Brésil, entouré du drapeau israélien, et à soutenir, non pas la communauté juive, attention, à soutenir le Likoud de Netanyahou. Donc on voit que finalement, c'est au-delà d'un présupposé pour Israël, c'est une alignation des élites sur le camp occidental. Voilà. Et, à contrario, les présidents ou les gouvernements progressistes, nationaux populaires, de gauche, révolutionnaires, appelez comme vous voulez, généralement défendent la Palestine et pas qu'avec des mots, essaient de rompre leurs relations avec Israël, etc. Il y a, alors vous allez me dire, c'est un peu quand même schématisé là ton truc, c'est une élite contre le peuple, etc. Oui, n'ayons pas peur des schémas, en Amérique latine généralement ça marche assez bien. En revanche, effectivement, il y a aussi toute une partie du peuple, minoritaire, je pense, qui soutient Israël. Et pourquoi certaines classes populaires soutiennent Israël? Par la pénétration de certaines églises évangélistes, et notamment du sionisme chrétien, qui voit ou qui considère que l'existence de l'État d'Israël amènera le retour de Jésus sur terre, et que c'est le premier pas, le premier signe. Et donc c'est pour ça qu'ils soutiennent l'État d'Israël, et qu'à la fin, les Juifs se convertiront au christianisme. Bon, là on est dans le théologique, dans le messianisme, mais c'est depuis les années 70 en réalité, alors que la théologie de la libération, dont le fondateur est mort il y a quelques mois d'ailleurs, Gustavo Gutiérrez, le péruvien, la théologie de la libération avait pris des proportions très importantes en Amérique latine. Elle a été combattue à la fois par l'Église, à l'intérieur de l'Église, notamment par Jean-Paul II, et puis de facteurs externes par la CIA, qui a financé des églises évangélistes pour combattre l'influence des théologiens de la libération, notamment dans les quartiers populaires des grandes villes d'Amérique latine ou dans les campagnes. Ça a marché, je vous dis, puisqu'aujourd'hui ces églises ont un poids de plus en plus important, surtout dans les classes les plus déshéritées. Et ça marche au niveau de la solidarité avec Israël. Israël a créé notamment deux think tanks très importants, la Fondation des Alliés d'Israël et la Coalition Latino pour Israël, dont le but est de trouver, alors, pour la Fondation des Alliés d'Israël, l'ancien nom, le premier nom, en réalité, c'était la Fondation des Alliés chrétiens d'Israël, et c'était de trouver chez les politiciens évangélistes des soutiens à un agenda politique de l'État d'Israël, c'est-à-dire soutenir le Grand Israël, déplacer l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, faire un lobby au sein même des parlements et des exécutifs lorsqu'ils avaient le pouvoir, etc., etc. Et donc c'est pas un hasard si on retrouve parmi les promoteurs de la fondation des Alliés d'Israël dans tous les pays, la plupart des politiciens des courants les plus réactionnaires en Amérique latine. Je pense par exemple à la sénatrice Paloma Valencia en Colombie, à l'ancien député Omar González qui est du parti de Maria Corina Machado au Venezuela, parti qui est allié formellement avec le Likoud en Israël. Je pense à Johanna da Sea au Brésil, à toute une coalition de politiciens qui ont pour agenda personnel le développement des intérêts d'Israël dans leurs pays respectifs. Voilà, ça marche parce que, évidemment, il y a toute une cohorte aussi de pasteurs qui évangélisent et font en sorte qu'une partie des classes populaires soutiennent systématiquement Israël. Voilà.
Alors, ça, c'est le premier point, non pourquoi finalement le conflit au Proche-Orient se répand en Amérique latine. Le deuxième point, c'est une forte immigration syro-libano-palestinienne. Alors, ils vont me détester les deux, parce que je suis sûr qu'ils vont en parler, ils vont dire chut, chut. Évidemment, ça fera toujours 10 minutes de moins. Donc, vous connaissez tous Shakira, par exemple, je pense, la chanteuse. Donc, voilà, Shakira, libanaise, il me semble. L'ancien président Boukaram, par exemple, en Équateur. Alors, au Venezuela, comment? Tourbay, en Colombie. Tourbay, Menem, le président en Argentine, Tourbay, président en Colombie, dont le petit-fils a été assassiné, Bukele, d'origine palestinienne. On peut jouer si vous en avez un, n'hésitez pas. Alors, on ne s'est pas arrêté sur le Venezuela, mais alors des fois, le Venezuela de Chavez, les conseils des ministres, on avait l'impression que c'était des réunions du parti basse, réellement, j'exagère un petit peu, tiens, vous l'enlèverez au montage. Mais quand vous pensez, rappelle-toi, Maurice, Elias Rawa, Tarek El Aissami, Tarek William Saab, Elias El Khouri, etc. Il y a une forte... Ayman El Troudi, merci Arnaud. Il y avait une très très forte immigration syro-libano-palestinienne au Venezuela et avec des implications dans la vie politique du côté du chavisme principalement. Voilà, donc évidemment ça explique aussi, parce que la plupart de cette immigration-là soutient la cause palestinienne. Alors il y a des immigrations palestiniennes plus spécifiques, notamment au Brésil, au Chili. Ça, je laisserai à Myriam la façon d'en parler. Le troisième point qui explique pourquoi il y a un intérêt, on va dire, c'est la collaboration permanente d'Israël avec les gouvernements coloniaux et néolibéraux de la région. Là, j'empiète directement sur ce que va dire Maurice, mais je survole, ça date pas de Milei. Alors Milei, c'est presque une caricature, Javier Milei, le président de l'Argentine. On l'a vu plusieurs fois devant le mur des lamentations, au début de la guerre en Iran, il y était, à implorer que les forces du ciel défendent Israël. Son dernier voyage en Israël, donc qui date, parce qu'il y en a eu deux, qui date il y a 10 jours à peu près. Au moment de la flottille. Au moment de la flottille, exactement. Milei a signé des accords pour que les Israéliens qui voyagent en Argentine soient couverts automatiquement par la sécurité sociale argentine sans cotiser. Alors qu'il est en train de virer tous les immigrés, les migrants d'Argentine, il y a un petit truc spécial. Pourquoi? On ne sait pas, évidemment. Alors les Argentins font un peu la gueule, parce que la situation économique est pas très simple. Ils n'ont pas envie de payer pour les Israéliens, mais bon, voilà. Alors je survole réellement, parce que Maurice, je crois, va vous parler de ça, mais de la formation des escadrons de la mort au Guatemala, en passant par celle des paramilitaires en Colombie, le fameux cas de Yair Klein. Si c'est pas Maurice qui vous en parlera, ça sera Myriam, je ne m'étends pas. Jusqu'à l'installation de Pegasus, du logiciel espion, pour la plupart des gouvernements autoritaires de la région et oligarchiques, Israël est très présent sur le continent et montre le même irrespect pour les peuples autochtones, qu'ils soient de Palestine ou d'Amérique latine. Voilà. Alors, l'Amérique latine, néanmoins, la plupart des pays d'Amérique latine, sauf le Panama, si je ne m'abuse, reconnaît l'État de Palestine, y compris les très conservateurs Guatemala et Uruguay, qui continuent à reconnaître Taïwan comme le seul interlocuteur de la Chine dans leurs relations diplomatiques, reconnaissent l'État de Palestine, ce qui a amené Israël à trouver une autre posture. Et là, je vais vous lire, donc c'était l'ambassadeur Jonathan Pellet, directeur général adjoint pour l'Amérique latine et les Caraïbes au ministère israélien des Affaires étrangères, qui disait, donc, il y a un an, notre défi, en parlant de l'Amérique latine, notre défi aujourd'hui est de garantir, de convaincre et de persuader les gouvernements d'Amérique latine que la relation avec Israël n'est pas un jeu à somme nulle. Vous pouvez être pro-palestinien et pro-arabe, cela ne doit pas nuire à la relation avec Israël. Grosso modo, vous faites un peu ce que vous voulez, mais continuez à nous acheter nos armes, continuez à nous acheter nos logiciels espions, continuez finalement à nous soutenir financièrement pour que nous puissions continuer le génocide. Voilà.
Moi, je ne continuerai pas plus. Je laisse la parole à Myriam et à Maurice pour qu'ils développent tranquillement les quelques pistes que j'ai données. Voilà. Et je vous remercie et longue vie aux deux rives. Alors, je vais quand même dire un petit mot. Là, je suis très content. Je vais passer la parole à Myriam Larévi. Myriam Larévi, je l'ai connue à Caracas il y a, on ne va pas se vieillir, mais il y a 13 ans maintenant. Et la passion pour l'Amérique latine ne nous a jamais séparés ou a contribué à ce qu'on maintienne évidemment le contact. Alors Myriam, après, elle est partie sur d'autres sujets. Vous l'avez certainement connue, pas forcément pour sa passion pour l'Amérique latine, mais pour ses articles sur le cas Assange, Julian Assange, et sur son suivi depuis le 7 octobre du génocide en Palestine. Myriam est journaliste, elle a été journaliste notamment à RT avant. Maintenant, elle est journaliste indépendante, elle est l'auteur du livre que vous avez là, et je vous demande de l'applaudir bien fort. Merci. On m'entend? Oui. Merci Romain pour cette invitation. Je suis vraiment très contente d'être là et honorée parce que Romain et Maurice font partie des personnes qui ont participé à ma formation et à ma nourriture permanente depuis des années et des années sur l'Amérique latine, donc je suis ravie d'être là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais quand même me présenter un petit peu. Je suis donc journaliste indépendante aujourd'hui et je viens d'Algérie, j'ai grandi en Algérie jusqu'à l'âge de 15 ans et puis ça fait un moment là que je suis ici en France. Et la Palestine est un sujet qui, pour moi, était un peu trop douloureux pour que j'y consacre ma carrière. Ça me paraissait un sujet qui me touchait peut-être un peu trop avant le 7 octobre. Vas-y, continue. Et donc, quand j'ai commencé, quand je suis devenue journaliste, donc c'était en 2018, petit à petit, je me suis spécialisée sur l'Amérique latine parce que c'est un continent qui me fascine. C'est un continent dont j'ai toujours entendu parler dans mon éducation, en Algérie, par mes parents, Cuba, la Révolution et tout. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée. J'ai voyagé là-bas. Et voilà, j'ai décidé d'écrire de plus en plus sur l'Amérique latine, malgré ce que vient de dire Romain, parce que j'ai écrit des dizaines et des dizaines d'articles pour rester sur l'Amérique latine. Pour le monde diplomatique aussi, et puis est venu le 7 octobre 2023, et très rapidement, au bout de moins de 48 heures, je comprends qu'on va au-devant d'un génocide, et je vois le naufrage médiatique en France, soit la pauvreté de l'information, soit l'absence de l'information, soit la déformation de l'information. Et je comprends qu'on va au-devant d'un génocide et que tout va changer, y compris ma vie et ma vie professionnelle. Et donc, depuis le 7 octobre 2023, je ne peux plus me concentrer sur autre chose que sur ce qui se passe en Palestine. Et là, je travaille 24 heures sur 24 sur cette question. Et donc, l'Amérique latine, je continue à la suivre grâce à vous. J'ai écrit un article sur justement le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir l'Amérique latine et la Palestine et Israël, qui est paru dans le Monde diplomatique en décembre 2023. Et donc je vais axer mon intervention un peu sur les points que j'ai développés dans cet article. Très rapidement, dès le 7 octobre, dès les jours qui ont suivi le 7 octobre 2023, l'Amérique latine s'est distinguée, l'Amérique latine de gauche bien sûr, s'est distinguée par sa solidarité totale envers le peuple palestinien, ce qu'on n'avait pas du tout ici en Occident. Et par exemple, le président cubain, Miguel Díaz-Canel, a dit « L'histoire ne pardonnera pas aux indifférents et nous ne serons pas parmi eux ». Il dit cette phrase dès le mois d'octobre 2023. Nous avons donc Cuba, évidemment, enfin, je ne sais pas si vous le savez, mais n'a pas de relations diplomatiques avec Israël. Fidel Castro a rompu les relations diplomatiques avec Israël en 1973, au moment de la guerre de Kippour. Et
et ils n'ont pas repris de relations diplomatiques depuis. Cuba, pourtant c'était sous Batista, avait voté contre le plan de partage de la Palestine en 1947. Et ensuite, quand il y a eu la création, il y a eu la reconnaissance par la révolution cubaine de l'État d'Israël au nom de la souffrance du peuple juif dans l'histoire et son droit à avoir un État, etc. Mais il était très tiraillé, le pouvoir cubain était très tiraillé par rapport à ça, puisqu'ils avaient des alliés dans le monde arabe, notamment en Égypte, avec Nasser, en Syrie, etc. Et donc quand il y a la guerre de Kippour, en 1973, il y a cette rupture des relations diplomatiques et Cuba choisit son camp, celui de la résistance palestinienne. Voilà. Et donc j'ai été très frappée au lendemain du 7 octobre 2023 de voir l'attitude donc de dirigeants de gauche latino-américains. Bon, j'en attendais pas moins de eux. Il y en a un qui s'est particulièrement distingué, c'est le président de Colombie, donc Gustavo Petro, qui a immédiatement pris des positions extrêmement fortes et n'est pas allé par quatre chemins. Dès le 7 octobre, le communiqué de la Colombie condamne la violence des attaques du 7 octobre, mais immédiatement soutient aussi le peuple palestinien contre l'agression qui est évidente et qui va arriver. Le président Petro avait eu l'occasion, je crois, de s'exprimer devant l'ONU très rapidement après, dans les jours qui ont suivi, et il a dénoncé le deux poids deux mesures des puissances occidentales, selon qu'il s'agisse de l'invasion russe en Ukraine ou de l'occupation israélienne en Palestine. Et il montre ce deux poids deux mesures, voilà, qui est évident. Il se prononce immédiatement pour l'arrêt, pour le cessez-le-feu, pour l'arrêt de la colonisation, pour la justice en Palestine, etc. Et il se fait immédiatement remarquer par les Israéliens et les autorités israéliennes. Et donc il dénonce très rapidement Gaza, la situation à Gaza comme étant celle d'un camp de concentration. Donc il n'a pas peur des mots, et c'est la vérité de toute façon. Mais donc il le dit en tant que président de la Colombie quand même, qu'il faut le rappeler, c'est le premier président de gauche de Colombie, Gustavo Petro, et la Colombie avant ça c'était Israël bis en Amérique latine. Maurice pourra le confirmer, c'était vraiment l'ingérence israélienne en Colombie et la collaboration des dirigeants israéliens avec des dirigeants, des espions, dans la guerre civile qu'il y avait en Colombie est très important. Je pense que Maurice va développer ce point. Donc, pour les Israéliens, c'est un choc de voir à quel point le nouveau président change la donne totalement. Et donc quand il dit Gaza est un camp de concentration, l'ambassadeur israélien à Bogota lui dit venez avec moi à Auschwitz et vous verrez ce que c'est qu'un camp de concentration. Ce à quoi Petro répond, j'y suis déjà allé et j'envoie la copie à Gaza en ce moment. J'ai pas besoin d'y aller. Donc il se laisse pas intimider, le ton monte très rapidement. Fin octobre, il y a un énorme massacre à Jabalia au nord de Gaza et le 31 octobre qui choque le monde. Et là, plusieurs pays d'Amérique latine, dont la Colombie, Belize, le Chili, le Honduras, rappellent leurs ambassadeurs en Israël et donc ont une action extrêmement forte par rapport au reste du monde. Je veux dire, ce sont des pays qui se sont mobilisés bien plus que tout le reste de la planète. La Bolivie va jusqu'à rompre à nouveau des relations diplomatiques avec Israël. Le président Evo Morales les avait déjà rompus lors de la guerre de 2009, mais il y a eu entre-temps une présidente de droite, Janine Áñez, qui, elle, les avait rétablis, parce que comme l'expliquait Romain, en général, la droite est pro-israélienne, et donc elle avait rétabli les relations, et là, il a influé, je pense que ça venait de lui, influé sur Luis Arce, le président actuel de la Bolivie, pour qu'il rompe à nouveau, et c'est ce qu'a fait Luis Arce, il a rompu à nouveau les relations avec Cuba. Donc, avec Israël. Donc en Amérique latine, nous avons Cuba,
Nous avons la Bolivie, nous avons le Venezuela bien sûr, qui avait rompu ses relations diplomatiques avec Israël en 2009 sur décision du président Hugo Chavez et lors de la guerre de 2008-2009 qui avait fait 2000 morts à Gaza. Aujourd'hui ça paraît dérisoire, mais déjà à l'époque le président Chavez était extrêmement véhément contre Israël. Il avait, de même que Evo Morales, rompu les relations avec Israël. Voilà, donc là je saute la partie que je laisse à notre ami Maurice. Le Brésil, oui, je voulais parler un petit peu du Brésil parce qu'au début, et je ne sais pas si vous aviez noté, au début, donc en octobre 2023, le Brésil a assuré la présidence tournante du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, vous savez, à chaque fois, les membres non permanents président pendant un mois le Conseil de sécurité. Et c'était le tour du Brésil en octobre 2023. Donc, moi, j'ai trouvé, pas ça moi, c'est la réalité. Le Brésil a été assez timide dans un premier temps. Le Brésil de Lula a été assez timide. Il voulait arracher un cessez-le-feu par voie diplomatique. Ils ont vraiment cru que Lula, je pense, a cru qu'il allait rentrer dans le grand concert des nations et imposer quelque chose à Israël et aux États-Unis et arracher un vote sur le cessez-le-feu, ce qui n'a jamais eu lieu, évidemment. Donc au départ, Lula se comporte de manière assez surprenante pour nous, c'est-à-dire qu'il va être assez timide, qu'il va accuser, il va avoir le discours sioniste en fait, pro-israélien. Il va tenir vraiment le discours de dire que tout ce qui arrive est de la faute du Hamas. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des centaines de morts, chaque massacre, il va dire c'est de la faute du Hamas. Ils n'avaient qu'à pas enclencher ce qu'ils ont fait, etc. Donc c'était très surprenant. Et puis arrive la fin de la présidence tournante du Brésil, du Conseil de sécurité, puis Lula change de ton et redevient Lula. On est content. Et très rapidement, donc il parle, pour être totalement honnête, c'était 5 jours avant, je crois que c'était vers le 25 octobre, qu'il commence à parler de génocide. Mais voilà, c'était pas très clair au début, donc moi je l'ai noté. Je pense aussi que l'influence du sionisme chrétien au Brésil est extrêmement importante, donc ce dont parlait Romain il y a 2 minutes. Le sionisme chrétien, c'est ça, ce sont les évangélistes qui croient qu'il faut absolument que tous les juifs du monde retournent en Israël pour la reconstruction du temple et que ou la destruction du temple, je sais pas, c'est pas trop mon rythme, et que le Messie revienne. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est vraiment, on est chez les intégristes religieux et leur soutien à Israël n'est pas politique, mais éminemment religieux, ce sont leurs croyances. Et ces gens-là représentent, comme disait Romain, beaucoup de monde, malheureusement, des centaines de millions de personnes en Amérique du Nord et du Sud. Donc c'est eux qui ont participé à faire élire Bolsonaro, qui soutiennent Bolsonaro. Et donc ça a peut-être joué dans la balance, dans l'attitude de Lula, mais on peut dire que Lula s'est bien rattrapé par rapport à la Palestine, puisque la tension est montée très très haut entre le Brésil et Israël. Lula n'est pas allé par 4 chemins non plus. Il a comparé ce que faisaient les Israéliens aux Palestiniens à ce que faisait Hitler aux Juifs. Il a employé ces mots, le ton est monté très très haut, à tel point que Lula a été déclaré persona non grata en Israël et qu'il a rappelé l'ambassadeur du Brésil jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'ambassadeur à Tel Aviv. Il s'est aussi opposé à un contrat d'armement avec Elbit, un fabricant d'armes israélien d'un montant de 200 millions de dollars. Il a bloqué récemment. Donc voilà. Je peux dire aussi autre chose par rapport pour revenir à la Colombie, c'est que la Colombie, il y a quelques jours, a nommé son premier ambassadeur dans les territoires palestiniens et Petro a fait stopper la vente de charbon et il a annoncé son intention de suspendre les commandes d'armement avec Israël, ce qui est donc des pas extrêmement importants, des démarches extrêmement importantes et courageuses que nous n'avons pas vues, même pas dans le monde arabe, qui s'apprête visiblement à plutôt aller dans le sens inverse et aller dans le sens de la reconnaissance de l'État d'Israël en plein génocide du peuple palestinien.
Et comme disait Taoufik Tahani de la FPS, président d'honneur de la FPS, il faut supprimer la Ligue arabe et mettre des pays comme la Bolivie, la Colombie, le Venezuela, Cuba dans la Ligue arabe, parce qu'ils sont beaucoup plus courageux et beaucoup plus solidaires du peuple palestinien et de son martyr que les pays arabes, malheureusement. Voilà en gros pour ce que j'avais à dire. Merci beaucoup Myriam. Donc on va passer à Maurice Lemoine. Je ne le présente pas, je pense que tout le monde le connaît. Si quelqu'un ne le connaît pas, Maurice, levez la main. Dehors. Donc Maurice, journaliste spécialiste de l'Amérique latine, un continent qu'il parcourt depuis de nombreuses années. T'as vu, j'ai pas dit combien, comme ça on reste dans le foot, mais qu'il connaît peut-être le mieux en réalité, c'est peut-être le journaliste francophone qui connaît le mieux ce continent. Ah oui, non, mais il le connaît mieux. Donc ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique, le journal mensuel avec lequel il a collaboré durant de nombreuses années. Je ne cite pas tous les livres qu'il a écrits parce qu'il y en a beaucoup, je ne m'en rappelle plus. Le dernier, j'espère que c'est le dernier, c'est Juanito Lavernine, roi du Venezuela, une chronique sur l'épisode de Juan Guaido au Venezuela. Je voulais ajouter quelque chose. Ouais. Je voulais rajouter à propos de Juan Guaido, donc autoproclamé président du Venezuela. Israël lui a ouvert une ambassade illico. Dès qu'il s'est autoproclamé, il a dit c'est moi le président à la place de Maduro. Israël lui a ouvert une ambassade à Tel Aviv, une ambassade du Venezuela à Tel Aviv, fictive, voilà. Et aussi, un autre point important, mais peut-être que tu vas en parler, excusez-moi, c'est le fait que Israël vote toujours aux côtés des États-Unis pour le blocus à Cuba. C'est les deux seuls pays qui votent. Maintenant, ils ont été rejoints par l'Ukraine récemment, je crois. Les îles Marshall, voilà, et bien sûr les îles Marshall. Et puis quelques petites îles d'ailleurs sur lesquelles j'ai écrit un article pour le Diplo qui s'appelle Des îles parfaitement alignées. Je vous recommande c'est cet article que j'ai écrit mais sur demande de la direction du Diplo que j'ai trouvé très intéressant à écrire, et le but de ces îles qui votent toujours aux côtés des États-Unis est intéressant à découvrir. Voilà. Donc voilà, Maurice Lemoine, alors. Maurice nous accompagne assez régulièrement, je crois que tous les ans, même pour la conférence anniversaire des Deux Rives. Alors d'abord c'était en virtuel, et puis ensuite, depuis 3 ans, on fait ça dans des salles en France, la première à Paris, la deuxième à Marseille, et cette année donc à Bordeaux. Alors il y a quelques années, donc il y a 3 ans à Paris, j'avais dit à Maurice, donc, sur le thème de l'Amérique latine dans le monde multipolaire, j'avais dit, bah, écoute, tu as un quart d'heure, comme tous les intervenants. Bon, ça avait duré 35 minutes, assez soft. Du coup, l'année dernière, je lui ai fait, écoute Maurice, tu as un quart d'heure, ça avait duré 1h10. Aujourd'hui, Maurice, je te dis, tu as un quart d'heure, nous verrons combien de temps cela durera. Bon, ça c'est des ragots de bas étage. Non, on a un vrai problème en fait sur ce débat qui n'est pas un débat. Entre Myriam, Romain et moi, on s'est dit mais on va répéter la même chose. Donc Myriam, elle a enlevé des trucs de son exposé. Moi j'en ai enlevé du mien. C'est pas forcément les mêmes. Donc ce que je vais vous apporter, c'est un complément d'information par rapport à ce qu'a dit Romain et Myriam, avec lequel je suis complètement d'accord. Et je vais essayer de ne pas recouper complètement. Mais de toute façon, je veux dire, on est presque au millimètre. Presque. Parce qu'il n'y a pas de débat encore. Alors, la droite. Je vais commencer par la droite. Les gouvernements de droite, c'est comme un peu sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine, se sont complètement liés sur les États-Unis. Il n'y a pas d'exception. C'est-à-dire, dans la gauche, il y a des nuances, ou dans les gauches, il y a des nuances. À droite, il n'y a pas d'exception, donc vous allez retrouver l'Uruguay, vous allez retrouver l'Argentine, de Milei, je vais encore en dire 2 mots, complément, par rapport à ce qui a été dit. Le Paraguay, alors le Paraguay, il y a une particularité, c'est que c'est le seul État qui officiellement fait du Hamas une organisation terroriste, officiellement. Le Costa Rica, le Guatemala c'est pareil. Le Guatemala, pendant des décennies, ça a été gouverné par des mafieux, on va dire, pour aller très très vite, et puis très récemment a été élu un président, Bernardo Arevalo,
qu'on a présenté comme un candidat, un président de gauche, de centre-gauche. En réalité, il est de droite, mais il y a une telle différence avec les corrompus précédents qu'on le présente comme un président de gauche. Néanmoins, ce président dit de gauche est complètement aligné sur les États-Unis et il a la particularité d'avoir vécu pendant plusieurs années en Israël, de par des Hébreux, et donc d'être complètement aligné sur la politique israélienne. Le Panama, le Salvador de Bukele, on l'a évoqué rapidement, Bukele d'origine palestinienne, mais lui aussi. Alors, je ne vais pas dire aligné sur les États-Unis, parce que là ça va mieux en ce moment, mais ça a été plus compliqué il n'y a pas si longtemps. Et puis voilà. Et donc, effectivement, soutien inconditionnel à Israël. Et puis, il y a eu cette particularité du président, encore un président de centre-gauche. Je ne devrais pas avoir la dent trop dure avec les présidents de centre-gauche, mais enfin, c'est quand même une catégorie un peu particulière, qui était Alberto Fernandez, qui était encore au pouvoir en Argentine avant l'arrivée de Javier Milei. Et on était à la veille de l'élection présidentielle, et il se trouve que l'Argentine abrite la plus importante communauté juive d'Amérique latine. Et ça a un poids extrêmement important dans la politique interne de l'Argentine. Et donc ce président de centre-gauche, Alberto Fernandez, a condamné le Hamas, de même d'ailleurs que le candidat à la présidentielle pour la gauche, Sergio Massa. Et apparemment ça ne leur a pas porté chance, puisque c'est Milei qui l'a emporté de toute façon. Milei, je complète un petit peu ce qu'a dit Romain, c'est tellement caricatural qu'à la limite on pourrait s'en passer, mais en même temps Milei, il a pris du poids, il faut dire, y compris dans nos médias, vous pouvez voir que finalement il n'est pas si maltraité que ça, hein, indépendamment de la rigueur de sa politique par rapport aux Argentins. Alors lui c'est un pro-israélien chimiquement pur, hein, on pourrait dire. Immédiatement après son élection, il a sauté dans un avion privé. Alors, je vais préciser un truc tout de suite, comme ça on sera d'accord, je ne suis pas antisémite. Je vais prononcer plusieurs fois le mot juif, mais je ne suis pas antisémite. Donc l'avion privé appartient à un magnat, une grande famille juive argentine, qui s'appelle Gerardo Berten, qui présente dans l'électricité, l'élevage, le commerce de détail, les télécommunications, l'immobilier, le service financier, etc., etc. Il y a aussi des grandes familles non juives du même type. Et donc, cet avion privé l'a embarqué aux États-Unis, où il a été se recueillir, alors je ne suis pas un spécialiste, hein, sur la tombe du Rabbi Lubavitch. Alors c'est le fondateur d'une secte économiquement puissante du judaïsme ultra-conservateur. Et donc le premier truc de Milei président, c'est ça. Et puis il est parti, il s'est envolé pour Israël immédiatement. Et on l'a vu sur le mur des lamentations, on l'avait mis dans beaucoup de monde, hein, sur le mur des lamentations, on a vu Bolsonaro. Et il a reçu le titre, alors, depuis la secte Lubavitch, d'ambassadeur international de la lumière, un truc qui n'existait pas auparavant. Et puis, ça a été mentionné, mais je reviens dessus parce que c'est quand même important, effectivement, le jour de la capture de la flottille, avec Greta Thunberg, avec Rima Hassan, et puis il y avait un Brésilien, un Latino-américain, il est arrivé, lui, en Israël, Javier Milei. Il s'est exprimé à la Knesset, il a rencontré Benjamin Netanyahu, il a reçu le prix Génésis, qui est décrit comme le prix Nobel juif. Et il y a une curiosité, c'est qu'il avait un ambassadeur aux États-Unis, qui s'appelle Gerardo Berten, le même que celui qui a fabriqué son avion privé, et que celui-ci a été nouveau ministre des Affaires étrangères. Nouveau ministre des Affaires étrangères parce que l'ancienne s'est fait virer à la manière de Milei, parce que devant l'Assemblée générale des Nations Unies, elle n'avait pas appuyé le plus contre Cuba. Et donc elle a été virée par Milei, et c'est Gerardo Berten qui l'a remplacé. Et la particularité, c'est que, vous savez qu'en Argentine, lorsqu'un ministre prend ses fonctions, il prête serment. Et Berten a prêté serment devant Dieu, la patrie et la Torah. Ça vous situe l'ambiance en Argentine. Et puis il y a la gauche. Alors plutôt il y a les gauches. Là, je vais essayer de ne pas trop recouper. Dès le départ, il n'y a pas eu d'indulgence par rapport au Hamas. On a tous noté quand même que ça a été une opération extrêmement dure. Hein. Il y a 1200 morts, il y a ce qu'on appelle des otages. Et les Latino-Américains n'ont pas exprimé d'indulgence par rapport à cette action, mais ils ont quasiment tous remis dans le contexte, immédiatement, ce qui n'a pas été fait chez nous. Et donc là, est-ce que tu en parlais, d'emblée, il condamne les attaques terroristes contre les civils. Il emploie le mot terroriste.
C'est quasiment le seul à gauche, en Amérique latine. Et puis ensuite, effectivement, il va présider le Conseil de sécurité. Je précise qu'ils sont tous, les gouvernements de gauche latino-américains, toujours dans la logique des deux États. Ils défendent tous des négociations pour la logique des deux États. Vous savez qu'il y a un débat, donc je ne rentrerai pas, c'est pas ma spécialité, sur est-ce que c'est encore viable. Pour des raisons évidentes pour ceux qui connaissent le conflit. Et donc, effectivement, il va présider le Conseil de sécurité, il va appeler à une pause humanitaire. Donc, on est effectivement dans un discours un peu bisounours. Et puis, effectivement, je veux dire, devant l'ampleur de ce qui se passe à Gaza, comme tous les autres, il va changer radicalement de position. Il va parler très vite de génocide, il va devenir persona non grata. Vous avez un peu la même démarche au Mexique. Le Mexique condamne le Hamas au départ, mais demande la reprise des négociations pour deux États. Et puis là aussi, ça évolue très vite. Andrés Manuel López Obrador, le président qui a précédé l'actuelle présidente, Claudia Sheinbaum, saisit la Cour pénale internationale pour qu'elle enquête sur les crimes israéliens. Donc vous voyez, très très vite. Et ça n'attend pas 6 mois. C'est 15 jours, 3 semaines, un mois et plus, il bouge. Au Chili, je serais amené à reparler du président chilien Gabriel Boric, qui est de centre-gauche, qui condamne le Hamas. Mais il est aussi très critique avec l'armée israélienne. Alors lui, il a aussi une autre raison, mais ce n'est pas la même que Milei, c'est que le Chili abrite la communauté palestinienne la plus importante hors du Proche-Orient. Donc la communauté palestinienne a un poids important au Chili, et donc Boric finalement, il ne se mouille pas trop. Et puis il y a des radicaux. Les radicaux, vous les connaissez, c'est l'axe du mal de John Bolton. C'est pareil, au départ, ils sont un peu gênés. Maduro, le président vénézuélien, il dit « Nous ne sommes pas d'accord avec certaines images des événements violents qui ont eu lieu, mais nous devons regarder d'où tout cela provient. Le siège de Gaza permanent, le bombardement de Gaza permanent, l'apartheid qui existe à Gaza permanent. » Daniel Ortega, c'est pareil au Nicaragua. Il exprime sa solidarité avec les victimes et les familles israéliennes innocentes, mais demande immédiatement la fin de l'occupation. Vous avez Cuba, qui ne soutient pas ce que d'aucuns appellent les exactions du Hamas. Il n'emploie pas le mot terrorisme, mais souligne que les événements sont la conséquence de 75 ans de violation permanente des droits inaliénables. Vous avez compris la logique. Il recontextualise absolument tous. La Bolivie condamne les actions impérialistes et colonialistes. Alors, c'est pas le même discours que chez nous. Il condamne les actions impérialistes et colonialistes. On n'est pas dans l'espèce de discours bisounours qu'on a chez nous dans nos médias. Et effectivement, très rapidement, la Colombie, le Chili, le Honduras rappellent leurs ambassadeurs. La Bolivie et le Belize rompent les relations diplomatiques. Le Belize, je ne sais pas pourquoi, entre parenthèses, c'est un petit pays qu'on connaît très mal. Il n'est pas latin, d'ailleurs, il est british. Et puis il y a Gustavo Petro, effectivement, qui lui se distingue. Là, pour le coup, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Myriam, mais dès le 15 octobre, il traite les Israéliens de néo-nazis. Il ne va pas par quatre chemins. Et il déclare, nous n'appuyons pas les génocides. Il va y avoir des échanges particulièrement houleux avec le gouvernement israélien. Et effectivement, comme le signalait Myriam, il suspend les achats d'armes à Israël. Et ça, c'est extrêmement important en Colombie. Parce que la Colombie a vécu pendant des décennies un conflit armé interne qui n'est pas terminé. Il y a encore, on estime, 6 conflits armés internes à la Colombie. Et l'armement israélien est quasiment la clé de voûte de l'armée colombienne. Donc c'est un geste extrêmement fort et qui vaut évidemment à Petro une réaction extrêmement virulente de son opposition de droite. Le Petro en Colombie est dans une situation compliquée. Il y a la droite, on ne va pas rentrer dans le débat sur la Colombie, mais tous les obstacles possibles devant ces réformes sociales. Et là, effectivement, il se met également en porte-à-faux par rapport à l'armée. Donc c'est une décision particulièrement courageuse pour Petro de dire on arrête les achats d'armement à Israël. Et effectivement, il suspend les livraisons de charbon. La Colombie, c'est le premier fournisseur de charbon d'Israël. Il fournit la moitié de la consommation israélienne de charbon. Donc ce sont des gestes particulièrement forts. Alors vous avez vu dans ce qu'on vous a dit, on vous parle de ceux qui ont rompu les relations, on ne parle pas des radicaux, évidemment, parce que ça a été mentionné. Cuba, c'est le premier pays qui a rompu les relations en 1973, après la guerre de Yom Kippour. Il y a eu Chavez en 2009, après l'opération Plomb durci.
où il dénonce une utilisation planifiée du terrorisme d'État contre l'État palestinien. Il est immédiatement imité par Evo Morales, et Chavez, un an plus tard, donc en 2010, dit, et quand remis dans le contexte actuel, c'est quand même très fort, si le monde avait un peu de dignité, les présidents d'Israël et des USA seraient depuis longtemps traduits devant la Cour pénale internationale. 2010. Chavez, Venezuela. Le Nicaragua rompt les relations diplomatiques en 2010, et puis... Nicaragua 2010. Et puis la Bolivie vient de vous expliquer la situation. Evo Morales avait rompu les relations. Il est renversé par un coup d'État en novembre 2019. La pseudo-présidente Janine Áñez rétablit les relations, et le président de gauche qui revient, Luis Arce, les rompt à nouveau. Alors effectivement, il y a les précurseurs. Et dans les précurseurs, on trouve Cuba, et on trouve alors un épisode qui est très peu connu, qui se passe le 18 juin 1959, où, à l'invitation du président égyptien Gamal Abdel Nasser, Che Guevara visite les camps de réfugiés palestiniens à Gaza. Et dans un court discours, dit l'avenir de Gaza, c'est la résistance. On est en 59. La première visite de Yasser Arafat, elle se fait à Cuba en 1974. Et à partir de 1978, l'Organisation de libération de la Palestine dispose d'une représentation diplomatique à La Havane. Donc depuis 1978, la Palestine est présente à Cuba. Et lorsque le 15 novembre 1988, à Alger, Yasser Arafat, enfin l'OLP, proclame la création de l'État palestinien, il est immédiatement reconnu, 88, par les deux gouvernements révolutionnaires, Cuba, Fidel Castro, le Nicaragua, Daniel Ortega. Immédiatement. Il faudra après attendre 2008 pour que le Costa Rica, où il y a un président qui a reçu le prix Nobel de la paix pour son action contestable, mais peu importe, sur la pacification de l'Amérique centrale, Oscar Arias. Donc 2008 reconnaît l'État palestinien. Venezuela, 2009, Chavez, au moment où il y aura les relations avec Israël, la République dominicaine 2009. Et puis il va y avoir toute une vague en 2010-2011. Dans 2010-2011, c'est la période dorée de la gauche latino-américaine. Vont reconnaître la Palestine, le Brésil. Alors il n'y a pas longtemps, j'ai vu une interview de Lula qui a un peu gonflé parce qu'il dit que le Brésil a été le premier pays à reconnaître la Palestine. Il arrive en 2010, alors ça ne retire rien à son mérite, mais c'était en 2010, les autres n'ont pas attendu. Et vous allez avoir l'Argentine, donc l'Argentine c'est Kirchner. Vous allez avoir la Bolivie, c'est Evo Morales, l'Équateur, Rafael Correa, le Guyana, je ne sais pas qui à l'époque, l'Uruguay, Pepe Mujica, le Paraguay, le Chili, Michel Bachelet, le Pérou, je ne sais pas qui c'était à l'époque, Humala, le Suriname, qui vont tous reconnaître la Palestine, et il manque un pays important, c'est la Colombie. Et la Colombie, pourquoi? Parce qu'elle est totalement dépendante de l'aide militaire américaine et de l'aide militaire israélienne. Et c'est les seuls qui vont rester en retrait. Et il faudra attendre 2018 pour que Juan Manuel Santos, le président un peu moins à l'extrême droite que le président Álvaro Uribe, reconnaisse la Palestine, et que Sébastien Piñera au Chili en fasse autant, de sorte qu'effectivement, aujourd'hui, il n'y a plus en 2023, Andrés Manuel López Obrador au Mexique. Auparavant, il avait vécu la droite. De sorte qu'il reste aujourd'hui sur le continent américain que le Panama, les États-Unis, le Canada, qui ne reconnaissent pas la Palestine. Alors il y a des raisons pour que des pays, y compris de droite, finalement reconnaissent la Palestine. C'est que, indépendamment du secteur sécuritaire, le commerce bilatéral entre Israël et l'Amérique latine est mineur. Alors que le Proche-Orient, ça représente quand même économiquement une zone très intéressante pour les pays d'Amérique latine. De sorte que, lors du premier sommet pays arabe Amérique latine, c'est en 2005, c'est sous l'impulsion de Lula à l'époque, de Chavez, c'est la grande époque du début en fait du multilatéralisme. Il y a l'ouverture de relations commerciales aux pays arabes et du Moyen. L'ouverture de relations commerciales de l'Amérique latine avec le Proche-Orient et les pays arabes. Alors il y a aussi des cas particuliers, Venezuela et Équateur. On a reproché 10 000 fois à Chavez ses relations avec Ahmadinejad à l'époque. Le Venezuela et l'Iran, ils ont créé ensemble l'OPEP.
Et donc depuis toujours, ils ont des relations, des partenariats. L'Équateur, c'est pareil, est dans le monde du pétrole, donc les relations existent depuis longtemps. Et vous allez avoir des accords de libre-échange entre le Mercosur, l'Égypte et le Liban, des accords de libre-échange entre la Colombie et certains pays du Proche-Orient. Donc, pour des raisons économiques, les pays d'Amérique latine se rapprochent. Par exemple, le Brésil fournit 20% des besoins alimentaires du Proche-Orient, ou du Moyen-Orient plutôt, pas Proche-Orient, c'est une expression erronée, du Moyen-Orient, 20%. Donc voilà. Néanmoins, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que les gauches latino-américaines sont aussi hostiles à Israël? Parce qu'elles sont effectivement hostiles à Israël. Alors, c'est pas par antisémitisme. Je suis désolé, c'est même pas la peine que j'insiste avec vous, parce que vous connaissez le contexte, et vous savez très bien que tout discours sur le conflit israélo-palestinien est immédiatement entaché par cette bombe. C'est pas par haine du juif, par exemple. C'est parce que Israël s'est très souvent transformé en supplétif des États-Unis en Amérique latine, lorsque les États-Unis voulaient se faire discret. Par exemple, dans les années 60, la révolution cubaine vient de renverser Batista à Cuba, et les États-Unis demandent à Israël, incitent Israël à populariser leur programme d'action civique en Amérique latine. C'est-à-dire bien en supplément de l'action des États-Unis. Ces actions civiques, ça nous ramène à une actualité là, immédiate. Elles sont financées par l'USAID. L'USAID, c'est l'agence américaine pour le développement international que Trump vient de mettre à mal en considérant que ça fait dépenser trop de fric aux États-Unis. Mais ce qu'il a oublié, mais après tout, pourquoi pas, tant mieux, c'est que l'USAID a été un des instruments de la déstabilisation des pays d'Amérique latine depuis sa naissance. Et donc vous allez retrouver, alors je ne rentre pas dans le détail, ça serait trop long, et il me surveille, lui. Quand c'est pas Gloria, c'est vraiment... À toi aussi. À moi aussi. Mais on va retrouver la main d'Israël, donc de l'État d'Israël, en Équateur, lors des coups d'État de 1961, 63, 72. En 1974, commence la livraison d'armes d'Israël au régime de Gustavo Pinochet, au Chili. C'est Israël qui va... ça va augmenter à partir de 1977, quand le président des États-Unis, Jimmy Carter, impose un embargo, parce que c'est bien trop voyant quand même, les violations des droits humains au Chili. Les livraisons de radars, de missiles, d'avions, d'armes de petit calibre vont augmenter, donc pour la dictature de Pinochet, et les relations privilégiées vont exister jusqu'en 1990, jusqu'à la fin du régime de Pinochet. Le cas le plus troublant, c'est l'Argentine. L'Argentine de la dictature, Viola, Videla, 73, 83, vous savez, 30 000 morts et disparus. L'Argentine de cette époque-là achète 95% de ses armes à Israël. Dans les 30 000 morts et disparus, il y a 3 000 juifs. Les études qui ont été faites ultérieurement, il y a 3 000 juifs dans les 30 000 morts et disparus, parce qu'il y a aussi des juifs de gauche. Voilà. Bon, mais Israël, là pour le coup, ça nous ramène au problème des otages. Je veux dire, il y a des moments dans lesquels Israël, au nom d'une politique d'État, n'a rien à faire de ses proches, de ses, je ne sais pas comment on dit, ses concitoyens, etc. Et puis c'est l'époque où l'Amérique centrale se soulève. L'Amérique centrale, c'est la dictature de Somoza depuis les années 30, c'est au Salvador des régimes militaires qui succèdent depuis 1932, une grande révolte qui a été massacrée, qui a fait 30 000 morts là aussi. C'est le Guatemala depuis le coup d'État de 1954. L'Amérique centrale explose, et le premier c'est le Nicaragua. Et le président James Carter, encore lui, au bout d'un certain moment, est un peu ennuyé parce que les violations des droits de l'homme et des droits humains sont trop voyantes, et donc il impose un embargo sur les armes à destination des troupes de Somoza, de la garde nationale de Somoza. Et vous l'avez compris, pendant qu'il cherche une solution de rechange, son idée c'est il faut sortir Somoza, mais que ce ne soit pas les sandinistes qui prennent le pouvoir. Donc il cherche une solution de rechange, et pendant tout ce temps-là, c'est Israël qui vient armer la garde nationale de Somoza. Et en fait, la livraison d'armes d'Israël à la garde nationale de Somoza va s'arrêter 15 jours seulement avant la fuite de Somoza aux États-Unis. Et puis,
la révolution sandiniste triomphe, finalement. Arrive Ronald Reagan, qui lance la période des conflits dits de basse intensité. Et le 7 décembre 82, et donc vous allez avoir l'agression du Nicaragua sandiniste, parce qu'on a appelé la Contra, qui est la contre-révolution, qui est basée au Honduras au nord et au Costa Rica au sud. Et le 7 décembre 1982, qui voit-on arriver à Tegucigalpa, la capitale de Honduras? C'est Ariel Sharon, qui est alors ministre de la Défense d'Israël, qui rencontre la direction de la Contra, et c'est là qu'est mis en place le trafic d'armes via le Honduras pour alimenter la Contra en armes israéliennes. C'est-à-dire que Israël est complètement présent dans ce conflit, qui va faire la lutte contre Somoza fait 29 000 morts, et la lutte ensuite, l'agression des États-Unis va faire 30 000 morts. C'est pas anodin. Et vous avez par exemple alors il y a une multitude de boîtes, de compagnies militaires privées israéliennes dirigées par d'anciens militaires ou agents du Mossad. Je ne vais pas vous les citer à chaque fois, ça serait trop long, mais j'en ai pris une là. L'International Security and Defense Systems, ISDS, qui est dirigé par un ex-agent du Mossad, Léo Glesser, va former les contrats au Honduras, directement. Et puis il y a le Guatemala. Alors le Guatemala, c'est un génocide. C'est 200 000 morts, essentiellement dans la population indigène, 450 000 exilés au Mexique. Et c'est à partir du coup d'État de 54, une persécution de la gauche, mais des populations indigènes. 1978, les experts des États-Unis et israéliens accompagnent la politique de la terre brûlée sur l'altiplano et bâtissent des villages stratégiques sur le modèle de ceux qui avaient été utilisés au Vietnam. Et là, vous avez les conseillers américains et les conseillers israéliens. C'est une période absolument épouvantable. Hein. On a parlé du pays des 30 oradours au Guatemala à cette époque-là. En 82, vous avez un dangereux illuminé, membre d'une secte évangéliste qui s'appelle Ephraim Rosemont, qui arrive au pouvoir. Ça va être une période pareille de répression absolument terrible. Tout ça d'ailleurs dans une relative discrétion des médias pour le conflit au Guatemala est passé inaperçu. Quand je vous parle de 200 000 morts au Guatemala, ça n'a pas frappé l'opinion. Mais donc Ephraim Rosemont, il arrive au pouvoir par un coup d'État et il déclare au quotidien espagnol ABC le succès du coup d'État est dû au fait que nombre de nos soldats ont été formés par les Israéliens. C'est bien, c'est dit, c'est écrit, c'est public, c'est pas comme là, je ne vous sors pas des trucs qui viendraient d'une enquête extrêmement fouillée, enfin, non, c'est des choses qui sont publiques. Et vous avez l'année suivante sur CBS, dans une émission qui s'appelle CBS Evening News, Dan Rather, qui est un grand journaliste, enfin en tout cas un journaliste très connu aux États-Unis, qui explique, donc un an plus tard, que si les armes et les méthodes israéliennes au Guatemala donnent de tels résultats, c'est parce qu'elles ont été testées avec succès sur la Cisjordanie et la bande de Gaza. Et là, il faut évidemment se souvenir de tout ça pour comprendre la position des gouvernements du groupe latino-américain. Ça ne tombe pas du ciel, ils n'ont pas d'un seul coup décidé qu'ils étaient anti-israéliens. Petro, on revient sur Petro, on a tous remarqué Petro, la fille courageuse de Petro. On est le 15 octobre 2023, et Petro déclare « Un jour, l'armée et le gouvernement d'Israël nous demanderont pardon pour ce que leurs hommes ont fait dans notre pays. » Alors effectivement, vous savez, la Colombie est un pays qui depuis les années 60 connaît un conflit armé avec un certain nombre de guérillas, les plus connues forces armées révolutionnaires de Colombie, les FARC, l'armée de libération nationale, le M19 pendant une période dont sort l'actuel président Gustavo Petro. Depuis la fin des années 70, il y a des contrats entre l'armée israélienne, entre l'armée israélienne et l'armée colombienne. Depuis la fin des années 70. Et en 1986, vous avez un président qui s'appelle Virgilio Barco, qui cherche, tout le monde le sait, un spécialiste de la contre-insurrection. Et donc il va trouver un Israélien, qui s'appelle Rafi Eitan, comme on l'appelle,
qui est un ex-agent du Mossad, ex-Shin Bet. Shin Bet, c'est des services de renseignement intérieur en Israël, qui a été l'adjoint d'Ariel Sharon. Et Rafi Eitan débarque en Colombie. Pendant plusieurs semaines, il parcourt toute la Colombie avec les responsables militaires colombiens. Et il expose ses premières recommandations au commandement militaire. Et immédiatement derrière, démarre ce qu'on a appelé l'opération Baile Rojo, balle rouge, au cours de laquelle vont être exterminés 5700 membres, sympathisants, militants de l'Union patriotique, qui est un parti qui avait été créé pour sortir du conflit armé. Et là, c'est directement les conseillers militaires israéliens qui donnent le là au président Getrillo Balfour. Et puis vous allez avoir, dans l'épicentre du paramilitarisme, dans la région du Magdalena Medio, fin 87, arrive, alors on n'a rien voulu en parler, je vais expliquer le sujet, mais on est sur la même histoire, qui s'appelle Yair Klein. Yair Klein, c'est un ancien des groupes d'assaut qui a été commandant donc en Israël. Il a été commandant d'un bataillon d'infanterie qui a participé à l'invasion du Liban et en particulier dans un camp de réfugiés à Al-Alami, où il y a eu un massacre qui a tué des femmes, des enfants, des choses qui nous rappellent ce qui se passe aujourd'hui. Il arrive en Colombie avec un visa de travail. Il a un visa de travail. Et puis il va immédiatement dans le Magdalena Medio prendre contact avec ce qui est le cœur du paramilitarisme. Alors les paramilitaires, il faut le dire, dans les rapports de la commission de la vérité qui a été rendu public après les négociations entre les FARC en 2016 et le gouvernement, sont responsables de 70% des crimes qui ont été commis dans le cadre du conflit armé. C'est-à-dire que ça a été la principale cause. Et évidemment, les paramilitaires ne luttaient pas contre la guérilla, mais s'en prenaient à la population civile, base réelle ou supposée de la guérilla. Donc en fait, ce sont les syndicalistes, les paysans, les dirigeants paysans qui ont été les victimes du paramilitarisme et qui ont été victimes des déplacements forcés effectués par les paramilitaires. Donc Yair Klein arrive avec un visa de travail et il prend immédiatement contact avec les éleveurs, avec les commandants des bataillons, je ne rentre pas dans les détails, mais des bataillons proches, à Puerto Boyaca et à Puerto Berrio, avec Carlos Castaño, qui est le fondateur des Autodéfenses Unies de Colombie, qui est un... Alors Carlos Castaño, il est mort maintenant, il a été assassiné. Il est responsable, d'après les rapports des commissions de la vérité, de 70 000 morts et plus de 3 millions déplacés. 70 000 morts. Et vous avez Yair Klein qui arrive, qui prend contact avec lui, et en 1983 va organiser un stage. Alors Carlos Castaño, je le précise, il a écrit ses mémoires, il bouquin à la maison, et il explique qu'il a suivi un cours de 12 mois en Israël de formation militaire. Il y a un autre chef important des paramilitaires colombiens, qui s'appelle Salvatore Mancuso, a également été formé par des instructeurs israéliens en Israël même. Et donc, dans le Magdalena Medio, je veux dire, Carlos Klein, avec 16 instructeurs israéliens et quelques britanniques, va procéder à 3 stages. Ils vont former 3 groupes d'une trentaine de sicarios, des assassins. Ça débute en février 83 dans une clica qui s'appelle la Cincuenta, qui appartient à González Rodríguez Gacho, El Mexicano, qui est un narco-trafiquant notoire. Et dans les élèves de Klein, il y en a un qui s'appelle Juan Rueda Rocha, qui va assassiner en 1989 le candidat présidentiel du Parti libéral, Carlos Galán. Et d'après le comité des relations extérieures du Sénat des États-Unis, l'arme qui a tué Carlos Galán faisait partie d'un lot de 500 mitraillettes fabriquées en Israël qui ont été transférées en Colombie par Yair Klein. Là encore, je pourrais vous raconter l'histoire pendant des heures. Hein. Klein, on l'a retrouvé dans la Contra au Nicaragua intérieurement. On l'a retrouvé au Guatemala où il a procédé à des livraisons d'armes. Il a été arrêté en Sierra Leone, il a été arrêté en Russie. C'est un personnage particulièrement sulfureux. Et actuellement, la Colombie réclame son extradition et évidemment Israël refuse catégoriquement. En 2008, Juan Manuel Santos, qui était ministre de la Défense à l'époque, je vous cite, le terrorisme, donc lui il parle du terrorisme colombien, hein.
Le terrorisme se combat surtout et avant tout par le renseignement, et en la matière, Israël peut nous aider et apporter beaucoup. Et en 2008, on va retrouver un ex-général israélien en Colombie qui s'appelle Israël Ziv. Il est présent officiellement. Il y a un contrat de $10 millions. Il a été recruté par le président Álvaro Uribe et le ministre de la Défense Juan Manuel Santos. Et il va assister la brigade JVT. Alors non, pardon, excusez-moi. Il est connu pour avoir dirigé une brigade qui, elle aussi, a pratiqué des massacres dans le camp de réfugiés d'Al-Aman à Gaza. On est vraiment dans la même histoire. Et à l'époque, donc, ce général fait son sale boulot, et le vice-ministre de la Défense, qui s'appelle à l'époque Sergio Jaramillo, qualifie cette aide de précieuse et dit, il parle des Israéliens, ils sont comme des psychanalystes pour nous, ils soulèvent des questions auxquelles nous n'avions pas pensé. Alors il y a actuellement en Amérique latine une quarantaine d'entreprises privées, compagnies militaires privées israéliennes, pratiquement dans tous les pays. On les a trouvées dans les forces armées péruviennes, tu as des échos. On les a retrouvées au moment du coup d'État contre Manuel Zelaya au Honduras. Manuel Zelaya donc, est renversé par un coup d'État, il est chopé par l'armée à 6h du matin, il est mis dans un avion, il est expulsé au Costa Rica, il se réfugie au Nicaragua, et du Nicaragua il réussit à rentrer clandestinement dans son pays, et il se réfugie dans l'ambassade du Brésil à Tegucigalpa. Et les golpistes, les auteurs du coup d'État, vont tenter de le déloger de l'ambassade avec un matériel, alors je ne suis pas technicien, qui est un matériel à ultrasons, une saloperie qui fait un bruit absolument infernal, qui est du matériel israélien, qui est du matériel qui est arrivé d'Israël. C'est le même matériel qui avait été utilisé pour chasser Noriega, le général Noriega, lorsqu'il s'était réfugié dans l'annonciature apostolique, au moment où les Américains ont envahi le Panama. Au Panama, on trouve des compagnies militaires privées israéliennes. L'Argentine de Macri, alors pas de Milani, de Mauricio Macri, donc celui qui a candidat de droite plus traditionnel, a envoyé un contingent spécial de la police argentine dans les territoires palestiniens occupés pour en faire des policiers d'élite. Dans le Chili de Camara, etc., 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 etc. Pour le Pérou, moi je rajoute qu'il y a eu juste sur une année, donc sur le régime du Dina Boluarte, il y a eu 2 achats d'armes sans appel d'offres, directement de gouvernement à gouvernement, donc du Pérou à Israël, 10 000 armes pour la police, 10 000 armes pour le ministère de la Défense, pour l'armée, et il y a même des services internes qui dénonçaient les surfactures de ces armes-là, donc qui sont directement achetées au gouvernement israélien sans appel d'offres. Donc voilà, ça vous met un peu pour le Pérou, un peu la situation. Alors, il va de soi que tous ces présidents de gauche qui ont pris clairement position sont tous accusés d'antisémitisme. Évidemment. Alors, il y a en particulier Chavez, ça a commencé avec Chavez. Ça a commencé avec Chavez en 2009, et vous avez en particulier le centre Simon Wiesenthal, qui à l'origine était un chasseur de nazis et qui maintenant est comme la famille Karsfeld chez nous, qui est maintenant un chasseur de dirigeants militants de gauche qui dénoncent la politique israélienne. Donc Hugo Chavez, Cristina Fernandez de Kirchner, la présidente argentine, a été victime de cette même opprobre. Un homme alors au Chili, Daniel Jadue, c'est un dirigeant communiste qui à un moment a été le favori, le mieux placé dans les sondages pour gagner l'élection présidentielle et qui a été écarté par une primaire ouverte à la droite, mais qui est d'origine palestinienne, et lui également accusé d'antisémitisme. Je termine sur 2-3 choses. Alors, si je peux me permettre, quand ouais. Maurice dit je termine, non, c'est qu'il reste 10 minutes. Je termine. Comme chez nous, vous savez que le 25 juin 2025, donc il y a 4 jours, hein, oui, 4 jours. Le 25. La Commission européenne a établi un rapport dans lequel elle conclut qu'il existe des indices qu'Israël viole les droits humains.
Et donc, on applique absolument aucune Donc, aujourd'hui, la Commission européenne, alors qu'on est aux chiffres, estimation très très basse de plus de 55 000 morts, a déclaré le 25 juin 2025 qu'il existe des indices qu'Israël viole les droits humains à Gaza. Et donc, le contrat d'association commerciale Union européenne Israël reste en vigueur. Alors que dans l'article 2, il est précisé que cet accord n'est valide que s'il y a respect des droits humains et des droits internationaux. Donc, on a un peu le même phénomène avec le Mercosur. Le Mercosur, vous avez deux pays qui sont le Paraguay et l'Argentine, qui sont pro-israéliens, et donc l'accord de libre-échange Mercosur-Israël qui a été signé en décembre 2007 reste en vigueur. Et puis alors il y a un truc qui m'ennuie un petit peu de vous le dire, mais c'est que le Brésil de Lula continue à fournir du pétrole à Israël. Alors c'est pas énorme, c'est 9% de la consommation israélienne, mais symboliquement c'est un peu gênant, alors que Petro, lui, était beaucoup plus radical. Romain l'a signalé, vous savez que je ne sais pas comment dire ça, la leader supposée de la droite vénézuélienne, Maria Corina Machado, qui depuis des années réclame une intervention américaine sur le Venezuela, qui réclame des sanctions, qui réclame, etc. Aujourd'hui, elle est dans un nouveau trip. Alors, c'est uniquement sur les réseaux sociaux. Elle appelle, alors d'abord, Romain l'a dit, il y a un accord entre son parti VNT Venezuela et le Likoud. C'est clair, on sait à qui on a affaire. Je précise ça parce que dans nos médias, on la traite d'une manière un peu plutôt sympathique et presque comme une martyre, puisqu'elle était rendue illégitime, elle ne va plus se présenter à la présidentielle. Mais donc, elle a appelé Netanyahou à l'aide. Et actuellement, son discours, c'est d'appeler les Américains à bombarder le Venezuela parce que Nicolas Maduro est en train de fabriquer des drones avec l'aide des Iraniens. Aucune preuve. Bon, voilà. Et puis, je termine sur un point, je vais dire amusant. Il y a un président de centre-gauche en Amérique latine qui donne beaucoup de leçons. Leçons sur les droits humains, leçons sur la démocratie, qui traite le Venezuela, le Nicaragua et Cuba de dictature, c'est le président mexicain Gabriel Boric. Sur Israël, il a pris des positions assez critiques. Mais enfin, quand même, ça fait combien? Ça fait 1 an et demi, que ça fait 2 ans, je ne sais même plus. Le 1er juin dernier, il a suspendu les relations diplomatiques. Il n'a pas rompu, il a suspendu les relations diplomatiques. 1er juin dernier, c'est-à-dire il n'y a pas longtemps. Et puis, il a demandé au ministère de la Défense de réduire la dépendance du pays à l'industrie militaire israélienne en cherchant des alternatives. On a 1 an et demi après le début du massacre, il donne des leçons de droits de l'homme à tout le monde, et il est encore en train de se faire livrer des armes par Israël. Et donc, il a demandé qu'on trouve des alternatives, et le ministre des Affaires étrangères, alors il a un nom à dormir debout avec Alberto von Klammerström, excusez-moi, a précisé, j'ouvre les guillemets, donc on est dans le Chili de Gabriel Boric. La livraison de marchandises de défense par des sociétés israéliennes est soumise à des contrats de nature commerciale. Et bien sûr, une logique commerciale est utilisée, ces contrats sont toujours valables. Voilà. Donc la prochaine fois que vous verrez le Chili donner des leçons de droits de l'homme à Cuba, au Nicaragua ou au Venezuela, soulagez-vous qu'on en est là. Voilà. Oui, Merci j'ai trouvé ça un peu court. Merci à tous les trois pour tous ces échanges et pour nous faire voyager sur tous ces continents et surtout pour nous aider, comme dit Valentino, à tal cabos, c'est-à-dire attacher les petites ficelles pour comprendre comment tout ça est enchevêtré, comment tout ça réagit. D'autant qu'en ce moment, avec l'extension de la guerre en Iran, il y aurait beaucoup à dire aussi des raisons des attaques sur l'Iran. Mais en attendant, ce que nous vous proposons, c'est de allumer le gâteau des 5 ans de Deux Rives.